président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a la chance d'avoir ce bel hôtel particulier, en tant que président de Pensée Libre, puisque c'est Pensée Libre qui organise cet événement ce soir, et puis en tant également que secrétaire général du mouvement européen France et président du mouvement européen à Paris, parce que on sort des élections européennes et c'est vrai que le sujet de l'Europe prise entre les États-Unis et la Chine, mais c'est plus du strong power que du soft power. Mais ça devient un peu prégnant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le nombre d'articles en ce moment sur la Chine dans le monde ce week-end, il y avait 3-4 articles, 4 pages sur la concurrence chinoise. Alors, je trouve ça très bien que ça se passe ici, parce que ici, vous savez, alors la salle s'appelle la salle Lumière. Et la salle Lumière, ça s'appelle la salle Lumière parce que, d'abord, on a été créé un peu sous l'auspice des Lumières, mais surtout parce que Louis Lumière, c'est là que Louis Lumière a présenté pour la première fois le cinéma. Voilà. L'invention du cinéma, l'invention de l'industrie du cinéma, s'est faite là. Et on a encore de beaux restes dans le cinéma grâce à ça. Et une des questions qu'on pourra parler, parce que j'espère qu'on ne parlera pas que de la Chine, mais peut-être c'est quel soft power encore pour l'Europe. Mais le fait est que ça s'est passé ici, une conférence scientifique sur la photographie en couleur, et à la fin de la conférence, Louis Lumière a dit « Je vais vous montrer l'usine qui fabrique les plaques photographiques ». Il a dit Magnéto Serge, et c'était la première fois qu'un film était montré en public quelques mois avant l'épisode de l'Avenue de l'Opéra qu'on connaît davantage, parce que c'était là que la première projection payante. Mais la première projection, c'était ici. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que dans la salle, il y avait Léon Gaumont, qui avait 30 ans, le même âge que Louis Lumière, et Léon Gaumont a monté la société quasiment dans la foulée. Et derrière, il avait une assistante qui s'appelait Alice Guy Blaché, et qui est partie vivre, qui s'est mariée avec un Américain, qui est considérée aux États-Unis, une Française, comme la première réalisatrice et productrice de cinéma. Elle a produit une centaine de films. Il y a des biopics qui sont tournés chez elle, aux États-Unis, et personne ne la connaît en France. Bon, et derrière, le soft power américain, par le cinéma, il existe. Voilà. Alors maintenant, il est, paraît-il, et c'est vrai que c'est intéressant comme sujet, parce que c'est pas ce qu'on évoque beaucoup. On évoque beaucoup la Chine avec l'Afrique, on évoque beaucoup les technologies, les routes de la soie, on pense au port, etc. On ne pense pas tout de suite. Voilà. Donc, moi, je pensais qu'il nous restait quelque chose en Europe, c'était la culture, un peu. Si en plus on est concurrencé par la Chine, ça va être compliqué. Alors, et en tant que pensée libre, bon, j'ai également une question. Est-ce qu'on pourra continuer à penser librement avec ce soft power qui peut être strong power, aussi bien venant des États-Unis que de la Chine. Donc je suis ravi de votre présence et ravi également d'accueillir nos deux intervenants. Emmanuel Linco, à ma droite, professeur des universités et spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine. Il enseigne à la faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris et il est chercheur, par ailleurs, chercheur associé à l'IRIS. Il dirige la revue Asia Focus, voilà. Et il vient de sortir, où il n'y a pas... Voilà, ce livre, qui est en vente dans toutes les bonnes librairies, mais également au fond de la salle, et qui donne le nom à la conférence « Chine, une nouvelle puissance culturelle ?» point d'interrogation. Ce sera une bonne première question tout à l'heure. Et puis, deuxième intervenant, François-Bernard Huyghe, docteur d'État en sciences, directeur de recherche à l'IRIS également, enfin, en tout cas, travaillant à l'IRIS, responsable de... Oui, mais travaillant à l'IRIS, vous êtes chercheur associé, et voilà, donc, tous les deux de l'IRIS, et responsable de l'Observatoire géostratégique de l'information. Voilà. Et vous enseignez la stratégie de l'information à l'IRIS et sur le campus virtuel de l'Université de Limoges. Voilà, écoutez, je suis ravi de... Alors, pour tout vous dire, je ne devais pas animer ce débat. Stéphane Brabant, qui est le vice-président de Pensée Libre,
qui a eu l'idée, c'est un ami, je crois, d'Emmanuel, m'a appelé hier pour me dire qu'il, malheureusement, il a été appelé en Chine. C'est pour ça qu'il s'intéresse en Afrique. C'est pour ça qu'il s'intéresse à la Chine, pour faire une plaidoirie. Et donc, il m'a demandé de le suppléer. Voilà. Donc, je vais surtout vous laisser la parole. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas, je modérerai les débats, mais c'est surtout vous qui allez parler. Et je vous passe d'abord la parole, avec le point d'interrogation. Merci infiniment, merci de cette présentation exhaustive. Merci à vous d'être présent ce soir. Merci à mon contradicteur et collègue, le professeur Huyghe, d'avoir accepté de débattre avec moi. Alors, on appartient à la même institution, mais on ne s'y croise pas souvent. Voilà, donc c'était l'occasion. Et merci effectivement à Stéphane Brabant d'avoir fait le lien et d'avoir organisé lointainement depuis l'Afrique cette soirée. Merci par ailleurs, et pour conclure, tout particulièrement à mon éditeur, Michael Ferloni, qui se trouve au fond de la salle, d'être présent et d'avoir soutenu cette initiative également. Et donc, je me ferai un plaisir, in fine, de dédicacer cet ouvrage, si vous le souhaitez. Alors, le sujet, évidemment, est particulièrement important. Tout le monde en parle sans en parler vraiment, parce que le soft power est à peu près dans toutes les bouches. C'est un terme, il faut en rappeler l'historique, qui a été forgé, un néologisme tout d'abord par Joseph Nye, professeur à Harvard de Relations internationales, juste après la fin de la guerre froide, donc dans les années 92. Et puis, ce terme-là, que l'on utilise abondamment pour désigner, première acception possible, tout ce qui a trait à la diplomatie publique et la diplomatie culturelle, n'en est pas moins ambigu, parce qu'en définitive, est-ce que la France fait du soft power au même titre que la Chine ou la Russie? C'est-à-dire que, certes, il y a, et c'est une tradition française en l'occurrence, alors l'exemple est peut-être mal choisi, un tropisme et une tradition régalienne, donc pour l'État que d'intervenir systématiquement dans le domaine de la culture. Et en cela, d'ailleurs, la France est peut-être de tous les pays européens, en tout cas plus que d'autres, une étrangeté, une singularité, et pour paraphraser Paul Valéry, c'est peut-être cet autre petit bout de l'Eurasie, comprenez, le cousin de la Chine, lointainement, d'un point de vue justement de ses usages culturels et politiques. Bon. Néanmoins, c'est un terme effectivement confondant dans son usage, parce que pour mettre les pieds dans le plat enfin, clairement, la Chine fait sans doute du soft power sans le savoir, c'est-à-dire à l'initiative d'un certain nombre de ses artistes. Alors, évidemment, tout le monde connaît, ou presque, cette figure de l'universel artistique qui est Ai Weiwei, qui n'en est pas moins dissident, qui à sa manière incarne une forme de soft power, mais disons-le carrément, d'une manière générale, et surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, la Chine fait avant tout de la propagande. Donc c'est quand même autre chose justement que le soft power tel que l'imagine une démocratie occidentale. Donc ce livre est parti en fait au départ d'une réflexion sur ce que l'on appelle le soft power, mais aussi sur ce que des disciples de Joseph Nye ont récemment appelé le sharp power, pour désigner justement d'une manière distinctive ce qui caractériserait bien davantage les initiatives culturelles et de la Chine et de son allié, la Russie. Et puis pour rappeler à titre personnel la genèse de cet ouvrage, en fait il a déjà été conçu quelque part en 2015 lorsque je faisais un long séjour à Taïwan, donc l'autre Chine qui ne dit pas son nom, et lorsqu'en séjour d'études approfondies, j'envisageais d'écrire un livre justement sur le soft power taïwanais. Et puis finalement, vous voyez, le destin en a décidé tout autrement. J'ai écrit un livre, en l'occurrence, sur les soft et sharp powers chinois. Voilà, la balle est à vous, cher ami, pour me ressourcer et rebondir. Oui, vous m'entendez bien. Bonjour, oui, comme j'avais prévenu, j'ai écrit un livre avec ma femme sur la route de la soie, mais il s'arrêtait au XVe siècle après la fermeture des ports
par l'empereur après l'expédition de Chengguo. Donc mes connaissances sur la Chine contemporaine, à part quelques visites, sont limitées. Par contre, sur l'idée d'influence, un peu plus. Et là, je crois que la question des mots est extrêmement importante. Alors, on est devant un phénomène qui n'est pas exactement nouveau. L'idée de l'influence culturelle ou de l'inculturation, c'est-à-dire de se présenter non pas comme un conquérant par la puissance, mais aussi par l'influence, moi je la ferais remonter facilement à Alexandre le Grand. Donc là, et à sa façon de se faire adopter, d'adopter les coutumes locales et de se faire adopter par les dieux locaux. Entre parenthèses, d'ailleurs, la légende d'Alexandre s'est répandue partout, tant et si bien que le Moyen-Âge chrétien a cru que c'était Alexandre le Grand qui avait bâti la Grande Muraille. Pouvoir du légendaire. Bon, allez, je vais sauter un peu vite sur quelques siècles pour voir la façon dont on a envisagé les stratégies d'influence. La France a elle-même une longue tradition de stratégie d'influence, diplomatie culturelle, création de l'Alliance française après la guerre de 1870. Pourquoi ? Nous sommes battus en termes de puissance. Qu'allons-nous faire ? Nous allons nous adresser aux élites étrangères pour défendre notre langue, mais également pour recruter les enfants des futurs dirigeants économiques et politiques et leur donner l'amour de notre culture, de Molière, des droits de l'homme, etc. Donc c'est déjà une première idée au XIXe siècle. Et ça a pris des formes différentes, et à partir de 1918, la balle passe dans le camp américain, au moins pour la définition des termes. Propagande est un terme qui remonte assez loin, mais les premiers livres théoriques sur la propagande, c'est pendant la guerre de 14-18, et c'est à cette occasion qu'un des responsables de la propagande américaine pour l'effort de guerre, Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud d'ailleurs, inventera le terme de relations publiques, avec l'idée que par les médias, les mass-médias modernes, on pouvait convaincre le public intérieur américain, mais également les publics étrangers, de l'excellence du modèle américain, et que même, il théorisait ça avec Krill, avec d'autres, l'idée que le XXe siècle serait un siècle où les élites disposant des moyens de la communication dirigeraient les masses un peu dépassées, un peu abruties. C'est pas très démocratique, mais c'était son programme. Et puis cette balle passe dans le camp américain jusqu'à la guerre froide, parce que là on a une guerre idéologique, hein, il y a deux camps, deux empires, et où les Américains vont inventer la diplomatie publique. Je ne me souviens plus du nom de l'universitaire qui a employé le terme le premier, c'est dans les années 60. L'idée c'est que, armé du marxisme-léninisme, avec un foyer, une patrie des travailleurs qui était l'URSS, avec des tas d'idiots utiles qui étaient les intellectuels, l'intelligentsia, qui étaient séduits par le marxisme, il fallait faire quelque chose d'autre et défendre une image des États-Unis comme une politique, je dirais, de vitrine, c'est le terme qu'ils emploient, à la fois en encourageant les intellectuels, disons, antitotalitaires, anticommunistes, jusqu'à un éventail social-démocrate, donc encourager la critique du totalitarisme, par exemple en favorisant la traduction du zéro et de l'infini d'Arthur Koestler, mais en même temps il y a une idée complètement géniale, qui vient d'ailleurs bizarrement de la CIA, qui est on va leur faire la guerre culturelle. On va leur faire la guerre culturelle, pourquoi ? Parce que l'Amérique est sexy, les jeunes veulent porter des jeans, les jeunes veulent porter des jeans, les jeunes aiment le jazz, puis le bebop, puis le twist, le rock. Nous sommes à l'avant-garde, nous avons Hollywood, et nous allons déstabiliser le bloc soviétique. Premièrement, en nous dotant de médias. Alors à l'époque, ce sont des radios, hein, Voice of America, Radio Free Europe, qui émitent de l'autre côté du mur, y compris en tchèque, en polonais, etc. Et d'autre part, en présentant cette image de l'Amérique, d'Hollywood, etc. Donc c'est une idée de guerre froide, et vous avez situé le doyen Joseph Nye. C'est une réadaptation de cette idée. Au fait, il n'y a plus d'ennemis. Vous n'avez plus d'ennemis, c'est ennuyeux, c'est bien connu en géopolitique.
Donc, qu'allez-vous faire? Et Joseph Nye développe la théorie que l'Amérique a gagné dans tout. On parle dans les années 90, des Clinton. L'Amérique a gagné dans tous les domaines. Ils sont les meilleurs économiquement, ils ont le plus gros PNB, ils ont la recherche, ils ont tous les prix Nobel, etc. Et en plus, tout le monde aimerait avoir une carte verte pour avoir l'American Way of Life. Et tout le monde admire les stars d'Hollywood, les jeunes adorent les rappeurs, etc. Donc il suffit, l'idée du soft power elle est très simple au fond, ne gâchons pas nos atouts. Ça marche tout seul, l'anglais se diffuse, et essayons de ne pas afficher un unilatéralisme trop provocateur ou trop agressif, et en quelque sorte ça ira tout seul avec l'aide d'Hollywood, et nous allons, quelle est la formule? Les deux M, Hollywood, et il y a les deux H, les deux M, c'est Hollywood et Harvard, le spectacle et l'université, et McDonald's, et j'ai oublié quel était le deuxième M. Évidemment, c'est cette théorie du soft power qui va se répandre tout seul, c'est-à-dire que les gens de la mondialisation heureuse vont être universels, adopter les valeurs libérales, dont être pro-américain culturellement, économiquement et politiquement, est une idée qui ne marche pas très longtemps, pour une raison très simple, c'est que l'ennemi revient. Il revient le 11 septembre avec d'incroyables capacités de propagande. Et il y a un moment de panique où les États-Unis vont revenir aux vieilles recettes de guerre froide. D'ailleurs, une des premières réactions de George Bush après avoir fait bombarder l'Afghanistan, ce qui était le premier réflexe vital, a été de recréer un sous-secrétariat d'État à la diplomatie publique. C'est-à-dire, on va réadapter des réflexes de guerre froide. Nous avons à nouveau un ennemi idéologique, et il va falloir le vaincre en prouvant l'excellence du modèle américain, le fait que nous n'avons absolument rien contre les musulmans, et le fait que nous allons répandre la démocratie dans le monde, et les néoconservateurs, qui eux-mêmes savent utiliser l'arme culturelle, s'enfoncent dans cette brèche. Donc ce sont des idées qui tournent très vite sur un siècle. Et puis le vieux truc du soft power. D'ailleurs, entre-temps, Joseph Nye avait dit oui, soft power c'est bien, mais comme on a des ennemis, il faut maintenant faire du smart power. Il faut être malin, c'est-à-dire il faut bombarder les gens quand il faut, et il faut envoyer Hollywood quand il faut aussi. Bon. Question de dosage. C'est un peu la doctrine de Madame Clinton. Et évidemment, il y a les djihadistes, et puis, aux surprises, montée de la Chine, mais vous en parlerez infiniment mieux, et avec Poutine, montée d'un modèle russe. Donc, et puis après, encore d'autres mauvaises surprises pour les Américains, en tout cas les Américains démocrates ou néoconservateurs. Il va y avoir, les Européens votent mal, les populismes montent, après ça sera le Brexit, Salvini, etc., etc. Donc il y a un effet de panique aux États-Unis face au fait que le soft power ne fonctionne pas seul, il y a de nouveaux ennemis idéologiques, et en plus ces ennemis idéologiques illibéraux, les pays révisionnés, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas l'ordre du monde américain, ils sont malins. Ils sont malins. Première phase, on va accuser les Chinois, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, de pratiquer énormément le hacking, la piraterie informatique, donc d'adapter leur forte puissance intellectuelle au domaine dont les Américains croyaient qu'il était un monopole, c'est-à-dire Internet. Mauvaise surprise. Mauvaise surprise avec la Russie qu'on accusera à travers les fake news ou des partis frères ou des ingérences de saboter le processus démocratique. Et la machine à produire des concepts américains va s'affoler totalement. Bon, je suis médiologue, et dans la revue Medium de Régis Debray, on avait publié comme ça un petit glossaire du Globish qui contenait 50 nouveaux concepts produits par des think tanks américains, dont Weaponization of Information, Information Warfare, Hybrid Warfare. Je vais épargner ça à la salle parce que 50, on en a pour la soirée. Et parmi ceux-là va apparaître le concept de Sharp Power. Qu'est-ce que c'est que le Sharp Power? C'est le soft power des méchants.
Nous, on est soft, eux, ils sont sharp, c'est-à-dire, c'est difficile à traduire, c'est pointu, ce qui déchire, ce qui... Voilà. Alors, dans le cas du dossier russe, l'accusation sera assez simple, c'est A, ils ont des agents d'influence, Prinani agent, en Europe, comme Marine Le Pen, Salvini, Bannon aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est un travail un peu à la KGB, quoi, d'influence. Et par ailleurs, regardez, ils créent des télés internationales d'influence comme Russia Today, qui marche très bien. Dit le pays qui a inventé CNN, Voice of America. Et les Chinois, alors quel est le dossier qu'on... C'est un terme très, comment dirais-je, très agressif, hein, sharp power. Quel est le dossier qu'on porte contre les Chinois? C'est là que c'est un petit peu difficile à comprendre. Qu'on leur reproche la nature de leur régime, à la fois performant économiquement, utilisant les atouts du libéralisme économique, sans adopter le libéralisme culturel ou politique, je le comprends très bien d'un point de vue américain. Voilà une puissance rivale. Mais en quoi consiste là, je vais vous poser la question, le dialogue c'est fait pour ça. En quoi consiste le sharp power chinois? Le terme est apparu, je crois, en 2017 dans un texte du National Endowment, je ne sais plus quoi, enfin, un machin de guerre froide, quoi, dont on n'arrive pas à comprendre très bien si c'est vraiment un acte d'accusation contre les Chinois. Est-ce qu'on leur reproche, A, de contrôler leur population avec des moyens haute technologie et de contrôler leur diaspora, ce qui serait donc une forme de censure pour empêcher l'influence occidentale de participer? Est-ce qu'on leur reproche, B, de vouloir diffuser une idéologie qui serait un mélange de confucianisme, de nationalisme, d'autoritarisme, etc. Mais est-ce que vraiment, la question que je me pose, est-ce que vraiment l'État chinois veut nous convertir à ce mélange idéologique? Ou est-ce que c'est, troisième accusation que je retrouve dans les textes américains, est-ce qu'on les accuse au fond de mener une action de subversion assez comparable à l'action russe? Et voilà, 3 questions, débrouillez-vous. Et puis j'en rajouterai une autre. Merci pour ce descriptif. Bon, c'est vrai qu'il y a un soft power à l'européenne, hein, que vous avez décrit. Bon, on se posera la question peut-être tout à l'heure, savoir s'il existe encore. Il y a un soft power à l'américaine, vous l'avez également décrit. Troisième question, c'est est-ce que le soft power à la chinoise est une nouvelle forme de soft power? Si tu confesses dessus, c'est tout. Question redoutable. Alors, pour reprendre un certain nombre de mots-clés, justement, à partir desquels je vais rebondir et essayer d'établir une trame assez cohérente, le mot propagande, vous avez tout à fait raison de le rappeler, est peut-être aussi ancien, je dirais, que l'émergence des premières cités-États, vous avez évoqué Alexandre. Aux sources politiques, la première utilisation... Pardon, j'étale un peu ma science, c'est dans un dictionnaire français au sens politique de 1793, et ça paraît en même temps que le mot terrorisme au sens de terroriser les ennemis de la Révolution. Oui, donc c'est une invention française, propagande. Oui, sauf que c'est un terme sens religieux. Voilà, d'origine latine, il faut le rappeler, qui a été forgé notamment dans le contexte de la contre-réforme par les jésuites, propaganda fidei. Or, les jésuites, rappelons-le, sont les premiers sinologues de l'histoire européenne, précisément. Donc, il y a un lien, évidemment, avec l'histoire de la Chine et ce qui nous rapproche ce soir. Donc, évidemment, aucune civilisation n'a l'apanage, justement, de ces formes de propagande, avec peut-être, sans vouloir y voir une interprétation culturaliste, une singularité chinoise que d'avoir, certes, un peu à la manière du modèle français, mis au cœur de ce dispositif culturel l'État, et l'État impérial, hein, et ce, donc, des Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire 3e siècle avant notre ère, et toutes les dynasties qui se sont succédées et qui s'inscrivent justement dans la filiation première de ce premier empereur, mais aussi d'une manière quasi, je dirais, immanente par le statut et la position du sage, du lettré au fonctionnaire mandarin, qui est dépositaire de la culture, la seule qui vaille reconnue de tous, la culture de l'écrit, qui est à la fois, je dirais, pour plaquer un terme contemporain sur une réalité déjà multiséculaire, une façon pour le monde chinois de trouver à travers cette écriture justement un élément de cohérence et de cohésion politique précisément.
Et les appellations sont extrêmement importantes. La toponymie chinoise, par exemple, nous renseigne sur un imaginaire qui aujourd'hui encore transcende et de loin les appartenances à des frontières politiques. Dongting, en chinois, désigne Tokyo, donc littéralement la capitale de l'Est. Donc de fait, le Japon appartient au monde culturellement parlant de la Chine, bien sûr. Xiding, traduit en Xi'an, c'est la capitale de l'Ouest. La région du Vietnam, ou Annan, terme qui avait été repris justement par les Français en annamite, n'est-ce pas? C'est le sud pacifié. Et donc, évidemment, le monde sinisé, le monde des caractères, pour reprendre la définition de Jacques Gernet, est un monde qui trouve sa cohérence à travers justement cette écriture de l'écrit dont la maîtrise est incarnée précisément par le lettré, qui lui-même est un haut fonctionnaire de l'État. Donc il y a très tôt justement dans l'élaboration d'une politique culturelle dès les premières dynasties impériales, une volonté pour le lettré de faire perpétuer justement un ordre, et qui est reconnu de tous, y compris évidemment par les lettrés situés sur les marges, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle. Jusqu'au début du XXe siècle, n'importe quel lettré, qu'il soit vietnamien, coréen ou japonais, maîtrise le chinois classique, évidemment, qui est la lingua franca de toute l'élite de l'Asie sinisée. Alors vous avez raison, effectivement, pour revenir au contexte de la guerre froide, aussi bien les communistes que le monde occidental ont eu besoin d'idiots utiles. C'est vrai pour les soviétiques, à travers l'utilisation, pour ne pas dire l'instrumentalisation d'un grand nombre de nos élites françaises, membres ou pas d'ailleurs du Parti communiste français, les lettres françaises, Aragon, etc. Et puis très vite, à partir de 1960, suite au schisme sino-soviétique, des élites françaises plus marginales encore et plus minoritaires encore, mais non moins agissantes, qui vont se rapprocher du modèle chinois communiste. Et ça, c'est important, et je commence précisément l'introduction du livre par cette évocation en disant que l'histoire de l'appréciation et de l'appréhension même de la Chine en France est une histoire très ancienne, et sans doute beaucoup plus ancienne que dans la plupart des pays du tiers-monde. C'est la raison peut-être pour laquelle, par anticipation, l'idée même d'une Chine intrusive en France n'arrive pas finalement à gagner l'ensemble de l'élite française. En tout cas, il y a une résistance plutôt forte comparée à des élites africaines ou autres, si vous voulez. Bon. Et donc ces idiots utiles, néanmoins, ont joué un rôle absolument essentiel dans la promotion d'une certaine image de la Chine. Ça, c'est absolument capital, et notamment un certain maoïsme qui, dans les années 60, en France même, et dans le quartier où nous sommes tout particulièrement à Saint-Germain-des-Prés, a gagné, je dirais, toute une partie de l'élite de la Sorbonne, ou presque. Hein. On se souvient d'un Jean-Luc Godard, d'un Serge July, d'un Philippe Solers, d'une Julia Kristeva, que sais-je encore. Mais dans une acception tout à fait différente d'un maoïsme tel qu'il était pratiqué dans d'autres régions de l'Europe, beaucoup plus radical d'ailleurs, que ce soit en Allemagne ou bien en Italie, avec la création des Brigades Rouges, hein, c'est-à-dire le passage à l'acte terrorisme au nom d'une idéologie de l'extrême gauche, chinoise en l'occurrence, c'est-à-dire que ce maoïsme à la française est un maoïsme assez mondain, que partagent d'ailleurs un certain nombre de figures de droite, notamment Alain Perfit, évidemment, dont le best-seller reste encore sur les étagères de nos bibliothèques quand la Chine s'éveillera, assertion que vous savez empruntée à Napoléon Bonaparte. Donc c'est un maoïsme mondain, un maoïsme extrêmement ancien qui commence sans doute avec Voltaire, dès le XVIIIe siècle en fait, c'est-à-dire qui se saisit de la Chine, modèle lointain, comme modèle de contestation pour protester contre un ordre établi. Le maoïsme, en tout cas à la française, c'est véritablement cela. Et c'est un maoïsme assez libertaire d'ailleurs, qui va rencontrer également d'autres courants improbables, tels que la culture du rock. Donc pas du tout ce à quoi les Américains, notamment, essayaient ou escomptaient justement de développer à travers, notamment, Voice of America, on le sait, qui a diffusé très tôt sur les ondes et au-delà du mur de Berlin
tous les groupes à la mode de l'époque, les Beatles et les Rolling Stones. Jacques Semelin, grand spécialiste de la question, a écrit un livre magnifique, Le pouvoir au bout des ondes, qui est un livre absolument superbe, qui rappelle justement la radicalité américaine, se saisissant justement de cette contre-culture américaine et anglaise au départ, qu'est le rock, pour saper justement et réussir à circonvenir toute une partie de l'élite de l'Europe de l'Est. Mais les choses évidemment ont changé. Là, je vais un peu plus vite et je vais vous rejoindre sur d'autres choses, c'est-à-dire la fin de la guerre froide et surtout la projection de la Chine en dehors de ses frontières, dans l'élaboration d'une diplomatie culturelle, en imitant d'ailleurs, chose assez intéressante, à l'issue, on le sait, et ceci est retracé dans le livre, à l'issue des années croisées France-Chine, pensées à l'époque par le président Jacques Chirac et son homologue chinois Jiang Zemin, les années croisées France-Chine convainquent les autorités chinoises de la nécessité, sur le plan institutionnel, d'imiter le maillage culturel institutionnel créé par la France, d'abord sous la Troisième République. Et les alliances françaises sont une émanation... les instituts Confucius, sont une émanation justement de ce modèle français au départ. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre chose que j'ai retenue à travers votre propos, c'est que autant l'idéologie communiste chinoise, y compris dans les années 80, était encore fortement matinée de références marxistes, bien sûr, un peu tiers-mondiste aussi en référence à Bandung, la solidarité des pays du Sud et la Chine qui aurait le leadership justement de cette solidarité tiers-mondiste. À partir de la fin des années 90, c'est autre chose. C'est évidemment le néo-confucianisme qui fait son grand retour justement dans l'idéologie du gouvernement. Et puis, quelque chose que vous avez très bien pointé du doigt, un rapport eux-nous. C'est-à-dire, pour dire les choses d'une manière un peu pédante, un rapport schmittien tel que Carl Schmitt l'avait défini, c'est-à-dire la définition de l'ennemi. Vous n'existez pas en tant qu'État sans définir l'autre en tant qu'ennemi. Et l'ennemi, justement, pour la Chine, est tout désigné, c'est le modèle occidental de la démocratie libérale, des droits de l'homme. Et donc, je dirais CQFD pour aller vite, à partir de la fin des années 90, vous avez non seulement une volonté politique qui vise à créer des institutions, donc des leviers diplomatiques qui vont permettre d'appuyer et de trouver des relais à travers le monde de cette nouvelle idéologie, qui est une idéologie hybride, mais aussi une façon de contester systématiquement l'Occident en tant que référent. Et le premier grand divorce, je dirais, entre l'élite chinoise, qui assez paradoxalement est retournée par le gouvernement chinois lui-même, c'est 1989, dont on célèbre justement l'anniversaire, et la répression de Tiananmen. C'est-à-dire que jusqu'en mai-juin 1989, il y avait un espoir sincère de l'élite chinoise, des étudiants manifestant entre autres sur Tiananmen, sur la place, que de créer une sorte de socialisme à visage humain, comme disait Nadji pour l'insurrection hongroise de 1956. Et en fait, c'est un grand désenchantement parce que Deng Xiaoping décide de mater les manifestants en envoyant les chars dans la nuit du 4 juin, on le sait. Mais c'est aussi, paradoxalement, pour cette élite chinoise, une volonté après 1989 de tourner le dos aux référents européens. Et de se rapprocher idéologiquement parlant, dans un premier temps des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est le modèle qu'il va falloir dépasser sur le plan économique. Donc à partir de 1989, il y a un grand désenchantement et finalement un accord tacite qui est défini entre la société d'en haut et la société d'en bas. Nous faisons de la politique, vous faites du business. Et le grand référent, encore une fois, de l'élite chinoise, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est la volonté, et il y a une sorte de consensus global entre le haut et le bas, semble-t-il, entre l'opinion et l'État-parti, c'est de créer donc un modèle autoritaire éclairé. Et on est fier justement de s'assumer en tant que dictature éclairée, au nom du bien-être commun,
et ce, en opposition avec ce que les internationalistes ont appelé le consensus de Washington. Et d'ailleurs, à partir de 2004, ce n'est pas le fait du hasard, vous avez une autre expression qui est apparue sous la plume d'un certain nombre d'internationalistes, et notamment Joshua Ramo, que d'opposer le consensus dit de Pékin au consensus de Washington. Donc le consensus de Pékin prend le contre-pied du consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est la défense du néolibéralisme et du modèle du FMI, avec ce présupposé corroboré par les événements post-guerre froide, donc les États-Unis ont gagné la guerre contre les Soviétiques, selon lesquels une société donnée ne peut pas se développer économiquement tant qu'elle ne s'est pas démocratisée. Et les Chinois montrent l'exemple inverse depuis un demi-siècle. Voilà. Et fiers de l'être, bien sûr, avec des référents qui sont des référents hybrides, encore une fois. Alors, on essaye de réinventer une tradition proprement chinoise, donc c'est le néo-confucianisme, qui lui-même d'ailleurs a une histoire dans l'histoire des idéologies, d'une référence faite au néo-confucianisme de Lee Kuan Yew à Singapour, qui devient la référence absolue pour Deng Xiaoping en perte de repère à partir des années 80. Donc c'est assez intéressant de voir que s'est créé finalement un discours qui, malgré son hybridité, a sa cohérence aussi, c'est-à-dire opposition et alternative probable au modèle occidental. Alors, petite parenthèse sur le maoïsme, qui a eu effectivement un effet mondain tout à fait extraordinaire. Il a disparu en France en un temps incroyablement bref. Très exactement après la mort de Pierre Auvernet, quand tout le monde a cru qu'il allait y avoir des émeutes dans la rue et qu'il ne s'est rien passé du tout. Absolument. Mais on le doit aussi à l'action, il faut lui rendre hommage, d'un certain nombre de sinologues courageux qui, en leur temps, avaient été littéralement excommuniés par l'establishment universitaire. Je pense tout particulièrement à Pierre Hickmans, alias Simon Leys. Oui, Simon Leys, qui a dû se réfugier littéralement en Australie pour avoir été conspué par ses contemporains français. Et alors, vous avez employé le terme hybride qui me plaît beaucoup, parce que, appelons ça cette idéologie, cette représentation, conception chinoise qui est difficile à comprendre pour nous. On voit bien qu'il y a une composante défensive. Nous n'allons pas anti-néoconservateurs. On ne va pas, parce qu'on a la prospérité économique, parce que demain on sera les meilleurs en intelligence artificielle, parce qu'on est devenu très bon en tout, quoi. On ne va pas pour autant, avec l'efficacité libérale, se laisser refiler le virus libertaire culturellement. Bon, ça on voit bien ce côté défensif. Donc votre soft power ne passera pas. C'est quand même un peu ça, ça l'idée. Et ce qui hante la direction suprême du Parti communiste chinois, c'est le contre-modèle soviétique. Donc Xi Jinping, clairement, ne veut pas être le Gorbatchev chinois. Ça, certainement pas. Et les événements lui donnent raison, et quelque part l'opinion publique lui est gré justement de ne pas trop ouvrir la boîte à Pandore, parce que tout le monde a encore en mémoire, et de fraîche mémoire évidemment, la queue devant les magasins à l'époque post-soviétique. Moi je me souviens, j'étais étudiant, j'ai commencé à visiter ce qui restait justement de la Russie soviétique, notamment vers l'Asie centrale. Les gens commençaient sérieusement à avoir peur de mourir de faim. Donc tous les fantasmes, et ce n'étaient pas que des fantasmes, des grandes famines organisées par Staline en Ukraine en 1934, étaient là, revenaient à la surface. Et ça, les Chinois n'en veulent pas, et ils n'en veulent pas non plus parce que leur propre histoire parle d'elle-même. C'est-à-dire que c'est un peuple, on le sait, et ça c'est fondamental pour comprendre l'extraordinaire résistance, je dirais, du régime à l'encontre de l'Occident en tant que modèle. C'est la référence constante aux humiliations des guerres de l'opium jusqu'à l'arrivée des communistes au pouvoir. C'est-à-dire que pendant un siècle, la Chine est descendue aux enfers. Donc plus jamais ça, et on a affaire à un peuple qui, d'une manière générale, a la mémoire longue. Voilà. Il y a des 57 jours de Pékin et des choses comme ça. Exactement, oui, tout à fait. Mais alors ça, c'est le côté
défensif, mais le négatif se transforme forcément en positif. Il faut inventer un modèle et quelque chose. Et là, c'est peut-être la clé quand vous insistez sur cette culture de l'écrit et des lettrés, c'est la façon dont cette conception chinoise arrive à faire une synthèse un peu de tout, quoi. Il y a un reste de marxisme, il y a du nationalisme, il y a du libéralisme économique, il y a du confucianisme. Et Dieu sait qu'être confucien, c'était la pire chose qu'on pouvait faire sous Mao. Enfin, j'ai des copains qui ont été au camp pour ça, quoi. Mais même, bon, l'autre jour, j'étais à l'Institut culturel chinois. On voit par exemple la façon dont ils essaient de se réapproprier l'héritage du bouddhisme chinois, qui est quelque chose de très particulier, de très important dans leur héritage culturel. Même les légistes, enfin, cette école philosophique qui croyait qu'on dirigerait le peuple par bien, mal, récompense, punition, tout ça réapparaît. Donc, ouais, ce sont des gens qui sont des lettrés. Je saisis moins la culture de l'image de la Chine contemporaine, et tout ça se traduit en même temps avec une fantastique appétence pour la technique et la technologie. Vous dites deux choses absolument passionnantes, et juste pour comprendre la Chine, vous êtes très chinois en définitive. Le en même temps et la contradiction, évidemment. Et bon, alors, sans être maoïste, hein, d'abord, je n'appartiens pas à cette génération qui fut maoïste, n'est-ce pas ? La Chine vous aide, philosophiquement parlant, de toute façon, et sur le temps long, à dépasser vos contradictions. D'ailleurs, chose très intéressante, il faut toujours s'intéresser à l'étymologie des mots. Le terme même traduit en chinois moderne, que l'on traduit en chinois moderne par contradiction, est désigné par deux caractères qui désignent littéralement le bouclier et la lance. Et comme souvent d'ailleurs dans la culture chinoise et la culture écrite, chaque caractère vous renvoie évidemment à des aphorismes, à des scénettes, etc. Et tous les Chinois, ou presque, connaissent justement l'histoire qui est associée à ces deux caractères, le bouclier et la lance, qui est rapporté justement par l'un des grands penseurs du légisme, Han Feizi, sous l'Antiquité, et qui rapporte d'une manière, sous la forme d'une fable, hein, comme souvent d'ailleurs avec ses prédécesseurs, Lao Tzu, etc., un marchand d'armes qui, sur un marché, propose à la fois des lances et des boucliers. Et évidemment, il fait l'article pour ces meilleures lances qui sont en mesure de percer n'importe quelle armure et n'importe quel bouclier. Et il fait aussi l'article en même temps pour ces boucliers qui sont en mesure, évidemment, de résister à l'assaut des lances. Et justement, l'un de ses contradicteurs lui dit « Mais n'y aurait-il pas lance-bouclier » Donc, comprenez, traduisez, contradiction, précisément. Et la Chine ne cesse, effectivement, de se contredire. C'est une sorte d'oxymore en permanence. Vous voyez, par exemple, cette expression qui date déjà du début des années 80, quand Deng Xiaoping a lancé ses réformes, et quand il parle d'économie socialiste de marché. Voilà, on est hors norme, on est hors petite case bien établie, etc. La Chine, justement, dépasse toujours le cadre. C'est ça qui est assez contradictoire, précisément. Comme disait Lao Tzu, le sage est sans opinion. Ah, exactement, exactement. Donc, quelque part, je dirais que là, il y a un continuum absolument remarquable qui ne justifie en rien, par ailleurs, alors, je pense qu'il faut le dire aussi, toutes les dérives, évidemment, du régime et la dangerosité que représente, c'est mon sentiment, évidemment, je ne suis pas le seul à le dire, j'essaye de l'argumenter à travers ce livre, la dangerosité que représente le régime chinois en tant que culture politique pour le reste du monde et pour ce que nous sommes, nous, Européens, véritablement. C'est là où réside très certainement le défi chinois aussi, et vous avez pointé une autre réalité, c'est que c'est un régime qui, sur le plan des réalisations économiques, est hyper performatif, qui dit mieux, avec encore un taux de croissance qui laisse évidemment rêveur. Et puis en même temps, c'est vrai, une population en partie que l'on bâillonne, une minorité, et non des moindres, mais ce n'est pas la seule d'ailleurs, les Ouïghours, sur 11 millions d'habitants, 1 million de Ouïghours sont incarcérés dans des camps de concentration.
Donc, ce modèle a toutes les raisons de nous faire peur. Vous voyez, en tout cas, la Chine est loin d'apparaître aimable. Et donc, l'une des autres thèses de ce livre, c'est de dire que la Chine s'adresse peut-être avant tout, non pas à l'Occident, contrairement à ce que les États-Unis croient, mais avant tout à sa diaspora. Parce que si l'on conjugue, alors là, c'est purement factuel, la diaspora et les ressortissants, alors il y a toutes sortes de polémiques sur ce qu'est un ressortissant. Mais un ressortissant, c'est à la fois l'étudiant qui vit en dehors de son pays, c'est aussi l'homme d'affaires qui est en voyage en dehors de son pays. Pour la seule diaspora, on a quand même 70 millions de personnes, parfois de vieilles souches établies justement à l'étranger et aux quatre points cardinaux. Bon. Et puis, vous avez, parmi ces ressortissants, ce sont les chiffres de 2015, 125 millions de ressortissants. Donc c'est énorme. Ça veut dire que vous avez plusieurs Chines à l'extérieur même de la Chine. Et donc, évidemment, nécessité pour le régime de Pékin que de contrôler à minima, justement, cette population. Et on le voit bien, vous avez tout un système, tout un dispositif qui est associé à cette volonté, je le crois, de contrôler ces populations à l'extérieur même de la Chine. Innombrables chaînes de télévision par canal satellitaire, y compris en Afrique, des chaînes en langue chinoise, mais aussi en langue vernaculaire, comme on le sait, aussi bien évidemment en russe qu'en ouzbek même, ou en swahili pour l'Afrique, et puis tous ces autres maillages qu'on a déjà évoqués, notamment les instituts Confucius, dont le premier, rappelons-le, et ceci nous renseigne justement sur l'histoire même récente de la diplomatie chinoise dans ses innovations. Le premier institut Confucius a été créé dans les faubourgs de Samarcande, en Ouzbékistan, en 2004. Il y en avait un en 2004, il y en a aujourd'hui plus de 500 à travers le monde, dont je crois 13 en France, pour la seule France. Avec d'ailleurs, signe des temps, chose très intéressante, une volonté annoncée il y a déjà quelques mois par Donald Trump de fermer l'intégralité des instituts Confucius se trouvant sur le territoire nord-américain. Alors justement, qui est ce contrôle sur cette diaspora ou qui en est la volonté, ça j'ai aucun doute sur cette thèse qui est beaucoup soutenue par les instituts américains, mais cette influence, elle va s'étendre probablement aussi sur ce que les Chinois considèrent comme une zone qu'ils ont inséminée culturellement, Japon, Corée, on pourrait discuter, mais l'idée n'est pas totalement fausse. Mais bon, pour nous, Européens, est-ce qu'en dehors de la concurrence économique, comment risque de s'exercer cette influence culturelle ? On a une tradition de sinophilie qu'on pourrait faire remonter à Voltaire, mais je ne vois pas, mettons à part l'épisode du maoïsme politique, en France, l'équivalent de Needham à Oxford et les Anglais qui pensaient que les Chinois avaient tout inventé, quoi, que Aristote était du pipi de chat. Sauf que le mot culture en langue et dans l'histoire chinoise est vraiment associé à celui de stratégie. Donc, quand vous parlez culture, vous parlez forcément stratégie. Et évidemment, je ne pense pas, encore une fois, que la France soit directement non pas concernée. Évidemment, elle est concernée aussi par les nouvelles routes de la soie, et on pourra en parler, ça me paraît évidemment important. Mais par rapport à d'autres pays qui, eux, de l'Union européenne, semblent avoir tourné le dos à Bruxelles pour des raisons XY, vulnérabilité des régimes en question, je pense évidemment à la Hongrie ou la Tchéquie ou encore la Pologne, évidemment il y a une séduction par rapport à ce modèle chinois, parce que c'est un modèle performant, parce que les Chinois amènent de l'argent, mais d'une manière beaucoup plus subtile dans un premier temps que ne le font les Russes, c'est-à-dire qu'ils le font en mettant finalement leurs interlocuteurs partenaires devant le fait accompli, en déployant ce que les Russes ont déployé sur le plan stratégique quant à eux, et militaire, ce que l'on appelle le déni d'accès. C'est-à-dire que vous ne laissez pas d'autre choix justement à votre interlocuteur que d'accepter les conditions qui vous sont imposées. Et alors vous avez de plus en plus de pays à travers le monde qui nous montrent que, en tout cas dans un premier temps, ça marche.
le Sri Lanka, l'Asie centrale également, qui, d'une manière générale, sont des pays faillis, des pays à vendre, et qui n'ont pas d'autre choix, justement, que de répondre favorablement aux propositions chinoises. Sauf que ces pays sont endettés, ces pays sont directement tombés dans un état de dépendance, et la réciproque est aussi vraie. Et c'est là où réside peut-être aussi la dangerosité du projet des nouvelles routes de la soie, non seulement pour ces pays, et donc pour le monde d'une manière générale, puisque c'est un projet monde, mais aussi pour la Chine. Parce que, comme je l'explique dans mon livre, si je vous prête 1 euro et que vous ne me les rendez pas, ce n'est pas un problème en soi. Mais si je vous prête 1 milliard et que vous ne me les rendez pas, là, ça devient très périlleux pour moi-même, si vous voulez. Et c'est précisément là où réside le danger, justement, du projet chinois, qui est un projet global, à la fois sur le plan culturel, alors comprenons-le en tant que projet de propagande, d'une manière générale, qu'il s'adresse ou non directement à sa diaspora dans un premier temps, mais aussi le projet sur le plan économique, donc sur le plan politique. Parce que vouloir contrôler justement tous ces gisements qui sont vitaux pour la Chine, pour le développement encore de sa consommation, de sa croissance, les gisements en Afrique, en Asie centrale, etc., pose véritablement un problème pour la sécurité même globale et pour la sécurité du monde. Ça c'est clair, parce que ce sont des relations profondément asymétriques. Et là où, pour entrer dans le vif du débat, Emmanuel Macron a raison que de dire aux Chinois « les routes de la soie, nous ne sommes pas contre, mais il faut davantage de réciprocité », il a raison, naturellement. Il a raison, sauf que, évidemment, les Chinois ne l'entendent pas de cette manière, d'où la volonté pour les Français, comme pour leurs alliés divers, qu'ils soient japonais, indiens et évidemment, in fine, américains, de créer des contre-projets, parmi lesquels le projet Indo-Pacifique, qui est un projet évidemment très important et qui va très certainement dicter au même titre que les nouvelles routes de la soie et donner le là aux relations internationales pour les décennies à venir. Il va y avoir finalement 2 grands projets et de nouveau une bipolarisation du monde dans un contexte post-guerre froide. Donc le projet des nouvelles routes de la soie défendu par les Chinois et leurs alliés d'une part, et le projet Indo-Pacifique de l'autre, défendu par les Américains et leurs alliés. Alors, oui, ça c'est un rapport de puissance, c'est un rapport de rationalité, je te prête tant, tu dépends de moi, je te fais telle infrastructure. Ça, on comprend bien le principe, même si on ne le maîtrise pas. Mais à côté de la puissance, il y a l'influence, c'est-à-dire aussi la capacité de gagner les cœurs et les esprits. Alors moi, je suis très frappé par 2 phénomènes. C'est la peur des milieux européens, européistes, etc., de la Chine. J'étais très frappé par un petit film subventionné par l'Union européenne, qui était, certains d'entre vous l'ont peut-être vu circuler, j'ai fait un article dessus, qui explique, qui représente les Européens comme des lapins. Hein, on est dans un village, les Européens sont des lapins, ils sont très gentils, ils partagent leurs carottes, ils ne sont pas assez gentils parce qu'ils devraient laisser plus de gens partager leurs carottes, mais ils se disputent un peu, mais enfin ils sont basiquement gentils. Et les Européens sont entourés par 3 méchants qui sont représentés par des loups. Je parle d'un dessin animé subventionné par l'Union européenne, c'est quand même assez hallucinant. Alors les méchants, c'est qui? C'est Xi Jinping, évidemment, qui veut nous dominer économiquement. Évidemment, l'abominable Poutine qui veut nous dominer politiquement. Et Trump, alors Trump, on n'a pas très bien compris, mais c'est parce que c'est un gueulard qui a des cheveux orange. Hein. Bon, voilà. Donc l'Europe est représentée, et littéralement, par un pays de lapins, que j'avais surnommé les lapins kantiens, parce qu'ils voulaient que leurs normes puissent servir de règle à tous les hommes, et les lapins kantiens sont assiégés par les 3 méchants. Bon, ça, c'est un peu l'opinion qui me semble règne chez les élites européennes, et je ne sais pas si c'est une base de départ très positive. Mais en revanche, j'ai lu l'autre jour une interview de Steve Bannon, qu'on peut représenter, qui est peut-être l'idéologue de Trump, mais alors la peur du péril chinois
dans les milieux trumpistes, appelez comme vous voulez, populistes, nationalistes américains, est hallucinant. Et l'idée de guerre n'est pas très loin. Alors, je voudrais voilà, que votre opinion sur ces réactions à la fois différentes et enfin sur la même ligne. Là aussi, en tant qu'historien, Bannon est le symptôme évidemment de son époque, mais c'est aussi un phénomène très ancien que le pèlerin jaune, et qui est largement partagé. Oui, qui est largement partagé par les Européens aussi. D'ailleurs, qui, pour l'époque moderne, c'est-à-dire fin 19e, était davantage associé au Japon qu'à la Chine. Et ce n'est que dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale que le phénomène s'est retourné pour que ce péril soit associé, en tout cas dans les mentalités européennes, à celui de la Chine. Mais en cela répondant ou faisant écho à des fantasmes très anciens que Jean Delumeau, grand historien médiéviste, a magnifiquement décrit dans le mythe du prêtre Jean, une histoire du paradis, qui est un livre absolument magnifique et qui montre que finalement, depuis au moins le Moyen-Âge, ce mythe du péril jaune, en tout cas pour les Occidentaux au sens très large du terme, y compris plus tard, donc états-unien, est un serpent de mer en définitive. Bon. Je pense que les États-Unis, dans leur histoire, l'ont démontré, sont une démocratie fonctionnant sur un modèle schmittien, justement. Il y a eux et nous, et toujours un ennemi nouveau qu'il va falloir conquérir et abattre. C'est le mythe de la frontière, que John Ford raconte justement à travers ses films. Donc on voit les méchants Apaches en ombre chinoise justement se profiler sur la crête des montagnes avant d'attaquer et de fondre sur les diligences des malheureux cow-boys. Et puis ensuite, c'est la guerre du Vietnam, etc., etc. Donc je pense qu'il y a là un tropisme dans l'histoire nord-américaine que de vouloir systématiquement définir un autre où se cristallisent tous les fantasmes. Et encore une fois, c'est récurrent parce que dans les années 20, et je crois très précisément en 1924, lorsque le Congrès décide de voter pour la première fois une politique de quotas de candidats à l'immigration, et parmi lesquels évidemment des Asiatiques, cela répond évidemment à une crainte viscérale d'une part croissante de l'électorat américain de l'époque. Et on le sait, la conséquence de cela, ça a été le barrage fait à l'immigration japonaise au départ, qui était beaucoup plus importante que l'immigration chinoise en Californie. Et la conséquence de cela, on le sait, c'est le départ de ces candidats japonais malheureux qui au départ se destinaient pour les États-Unis vers le Brésil ou vers le Pérou. D'où la présence, comme on le sait, de Japonais dans ces régions. Ce n'est pas le fait du hasard. Donc c'est un phénomène assez ancien. Et finalement, ce populisme américain répond à un populisme chinois. Je veux dire, il y a une sorte d'équitabilité dans la distribution et des genres et des postures. Je ne suis pas tout à fait surpris par cela. Alors, ce que l'on peut craindre, effectivement, c'est un dérapage. Alors, on a un certain nombre d'universitaires américains, peut-être dans les prochaines semaines, d'ailleurs. Absolument, et qui parle du piège de Thucydide, en référence à la rivalité entre Sparte et Athènes, lorsque asymétrie oblige, eh bien, Athènes a été amenée à entrer en guerre justement avec Sparte, parce que c'était un ennemi mortel. Et effectivement, ce risque est de plus en plus grand, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de facteurs qui nous montrent qu'on se rapproche ou que l'on entre dans une logique de plus en plus conflictuelle et qui ne se borne pas à un conflit exclusivement commercial. On le voit dans le sud de la mer de Chine, bien sûr. C'est le sujet qui fâche les marines américaines et chinoises. Alors pour des raisons là aussi extrêmement intéressantes, d'un point de vue de l'interprétation de l'histoire telle que la conçoivent les Chinois et de leur propre histoire, évidemment. C'est-à-dire que là aussi, on a une volonté de contredire l'Occident comme grand organisateur des normes internationales
et des traités internationaux, et le premier d'entre tous, hein, sur lequel est édifiée évidemment toute l'architecture des relations internationales, c'est le traité de Westphalie, c'est-à-dire donc reconnaissance de la souveraineté des États, de leurs frontières, etc. etc. Bon. Et le droit maritime s'en inspire également peu ou prou. Bon. Ce qui est intéressant d'ailleurs, rappelons-le tout de même, c'est que la Chine, au même titre que la Russie, ont été partie prenante dans la réalisation, dans l'immédiate après-guerre, de cette architecture globale aussi. Hein, c'est-à-dire que... mais la Chine tend à vouloir prendre le contre-pied justement de cet ordre international au nom de droits historiques, évidemment révisionnistes, c'est-à-dire que on peut faire dire tout ce que l'on veut à des cartes, à des appellations. Rappelons d'ailleurs d'une manière tout à fait significative que la Chine est l'un des rares États dans la région de l'Asie orientale à appeler la mer de Chine ainsi. Évidemment, les Vietnamiens ne l'appellent pas de cette manière-là, non plus que les Japonais. Ça renseigne évidemment sur une volonté d'investir par le nom même cet espace convoité. Et puis, il faut toujours, je pense, être vigilant et vouloir trouver justement une symétrie à un phénomène tel qu'il est observé, par exemple, au site de la mer de Chine. Pour moi, la symétrie ou le pendant à ce problème global, d'abord bilatéral, Chine-États-Unis et voisins mêlés, c'est le problème de l'Himalaya. L'arc himalayen, d'une manière générale, qui potentiellement est un arc de crise qui, à terme, va forcément dériver sur toutes sortes de conflits, et en particulier, et de nouveau, parce que ce n'est pas la première fois, entre la Chine et l'Inde, celle-ci étant de plus en plus proche, évidemment, des États-Unis. Il y a toutes sortes de contentieux territoriaux dans la région du nord de l'Inde, pour une raison déjà qui est liée évidemment à l'héritage britannique colonial, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement chinois, impérial, républicain puis communiste, n'a reconnu le tracé dit de McMahon. Et donc là, vous avez en germe tous les conflits futurs qui, très certainement, opposeront justement l'Inde, ses alliés, à la Chine. Et donc, on tend de plus en plus vers une confrontation globale. Ça me paraît tout à fait évident. Alors, le terme même de révisionniste, de puissance révisionniste appliquée à la Chine et à l'Inde témoigne d'une certaine naïveté, puisqu'au fond, nous pensons que universalisme et modèle occidental sont une seule et même chose, et que c'est impossible. Et bon, il y a quand même quelques milliards d'êtres humains qui sont pas de cet avis, c'est un petit détail. Mais bon, alors là, on est vraiment en train de prédire l'apocalypse, c'est assez... les gens vont se sentir mal. Il y a une chose qui est un peu frappée dans mon domaine d'études, c'est sur la question du cyber. Je n'ai aucun doute sur le fait que la Chine ait des capacités de cyberoffensive énormes sous un air faussement modeste. J'ai été moi-même à un colloque sur le cyber en Chine, dans un think tank où il n'y avait que des colonels, curieusement, et ils faisaient tout ça. Un niveau qui était presque ironique à la limite de hauts puissances occidentaux. Enseignez-nous donc ce que c'est qu'Internet. Ce qui ne manquait pas d'ironie quand on connaît leurs énormes capacités dans ce domaine. Bon. Pardon. Et pendant des années, les États-Unis ont attribué tout... Voilà, dans une seconde. Et pendant des années, le Pentagone, etc., attribue toutes les attaques cyber à la Chine. Xi Jinping et Obama se rencontrent en 2015, et cette affaire est réglée en une journée. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais l'accusation de déstabiliser par numérique interposé, ça. Donc, on voit que quand il y a un chef des deux côtés, ça peut négocier quand même. Alors, ça ne veut pas dire que tous les problèmes que nous avons évoqués vont se régler en une réunion, mais c'est quand même un exemple d'apaisement subi. Alors, on a remplacé ça par le troll russe et l'agression. Bon, je crois que c'était une bonne suggestion de passer. Mais ce qui est... Alors, vous avez raison, effectivement, qu'il y a eu cette négociation qui portait sur la cybersécurité et sur la responsabilité de l'État chinois. Et
De fait, Xi Jinping a révélé ou a concédé que l'État avait été impliqué effectivement dans cette affaire. Les Américains ont même impliqué 3 ou 5 colonels chinois dont ils ont donné les noms et les adresses pour prouver qu'ils avaient des... Ce qui est intéressant et ce qu'il faut rappeler, parce que finalement c'est relativement récent comme phénomène, c'est que la Chine a commencé à s'inviter dans les débats électoraux américains seulement à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire en 1999, à l'issue d'un rapport extrêmement important, le rapport Christopher Cox, qui faisait état justement de fuites dans des domaines très sensibles, évidemment, de haute technologie militaire à destination de la Chine, et des problèmes déjà liés à l'usage d'Internet dans l'infiltration des banques de données américaines. Donc ce sujet-là, évidemment, est important, mais ce n'est pas le seul, évidemment. Il s'ajoute à une longue liste d'une confrontation, à mon avis, durable et qui pourrait effectivement déraper. Bien, je crois qu'on peut vous remercier, mais on a un certain nombre de questions à vous poser. Qui veut poser la première question? Raphaël? Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. Une question en fait à tiroir. Est-ce que, c'est comme le sujet, la puissance culturelle est juste un sous-produit de la puissance économique et non pas un dessein pour propager autre chose que leur puissance économique? Question corollaire, quel est l'objectif que poursuit la Chine? Quel est le endgame? Où est-ce qu'il voudrait arriver avec cette puissance culturelle? Et quelles conséquences pour l'Europe? Et que doit-on faire? Quelle serait votre recommandation? Alors, plusieurs choses, effectivement. C'est le sujet, rappelons-le, vous avez raison. C'est, comme je le disais à un moment donné, que le mot culture est véritablement associé au terme de stratégie. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, qui dit culture dit discours qui singularise le positionnement chinois, justement, dans le monde. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus et qui est lié à un certain état du développement économique de la Chine, c'est que la culture est aussi source de revenus extrêmement importants. Et de ce point de vue-là, la Chine a observé ce que des pays moyens, comme la France justement, avaient fait, c'est-à-dire que la culture est un gisement à emploi notamment. Et la Chine a déployé d'énormes moyens dans le domaine des industries culturelles. Alors là aussi, vous avez tout un chapitre sur les industries culturelles. Ça va évidemment du cinéma à l'emploi d'Internet dans tous les domaines, dans le domaine de l'audiovisuel bien sûr, mais aussi dans un domaine crucial, là encore, pour imposer ces normes en matière d'esthétique, donc de goût, donc de conditionnement même des comportements consuméristes, quels qu'ils soient d'une manière générale, c'est dans la désignation, par exemple, des cotes des artistes chinois, à la fois des périodes anciennes pour commencer et des périodes les plus contemporaines. Et au nom d'un certain nationalisme culturel, vous avez un nombre croissant de collectionneurs chinois qui refusent désormais d'acheter des valeurs sûres occidentales, comme le faisaient par exemple les Japonais après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que les impressionnistes, en tant que courant pictural français, est une invention, pour aller vite, à la fois des collectionneurs américains, mais aussi japonais. Les Français, et surtout l'État français, on le sait bien, s'en est complètement désintéressé au moment des faits. Bon. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a justement une niche extrêmement importante qui vise à créer des emplois du futur, et donc, chose assez paradoxale, mais c'est justement la Chine, dans toute son hybridité et son côté baroque, ce régime chinois qui s'était ingénié pendant des décennies à détruire la culture, et la culture impériale notamment, et en particulier celle de Confucius, s'ingénie aujourd'hui à la réhabiliter, y compris les friches industrielles. Nous connaissons tous, pour celles et ceux qui sont allés à Pékin, Tituba, donc 798, Dachance, qui se trouve sur la route de l'aéroport, ancienne friche industrielle est-allemande, construite dans les années 50 avec l'aide des ingénieurs est-allemands, d'ailleurs d'un style tout à fait intéressant, Bauhaus,
qui dans le même temps, en DDR, étaient condamnés par le régime est-allemand, donc ils se sont lâchés à Pékin, entre guillemets. Et donc cette friche industrielle est devenue l'un des centres d'art contemporain les plus importants de Chine et l'un des plus connus dans le monde. Bon. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant, c'est-à-dire que là encore, la culture n'est pas seulement un supplément d'âme, c'est à la fois un vecteur pour l'élaboration d'un discours, mais c'est aussi, d'un point de vue de l'emploi, quelque chose d'extrêmement important. Et in fine, c'est là où, encore une fois, il faut systématiquement corréler culture et stratégie. C'est une façon aussi, pour le régime chinois, de sanctuariser la Chine par rapport à des immixtions étrangères, ou par rapport à ce que l'on a appelé, dans le discours officiel chinois dans les années 80, la pollution spirituelle. C'est-à-dire donc tout ce qui est droits de l'homme, etc., etc. Et donc vous avez une expression qui, à partir des années 90, donc un peu plus tard, a été forgée par le régime et ses idéologues, celui de Wenhua Ansuan, c'est-à-dire de sécurité culturelle. Donc on sanctuarise, on sécurise, on le voit par rapport à l'établissement d'une grande muraille par feu contre les immixtions numériques étrangères, avec des serveurs chinois, donc l'interdiction pour Google et les grands groupes américains justement d'avoir le droit de citer et d'exercer sur le territoire chinois. On le voit in fine récemment dans la polémique entre Huawei et les États-Unis, bien sûr. C'est l'une des conséquences de cette interdiction en amont. Et puis une volonté de sanctuariser le territoire chinois, justement, pour promouvoir une culture chinoise qui est destinée avant tout, je le crois profondément, à des ressortissants chinois ou des gens de culture chinoise au sens large, avant qu'elle ne s'adresse justement à des étrangers. Alors, juste 10 secondes, pour parler vieux marxiste, nos amis chinois ont vraiment bien compris combien la superstructure dépendait de l'infrastructure. Ça, c'est un truc qu'ils ont compris. Et en particulier de la technologie. Par exemple, ils ne sont pas dépendants des GAFA. Et pour ne pas être dépendants des GAFA, il fallait y avoir pensé plusieurs années avant et contrôler évidemment l'économie et la technologie de son pays. Je donne juste un petit exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010, Google défie la Chine. Le représentant de Google à Pékin va voir, je ne sais pas qui, enfin le responsable du parti, et dit, voilà, vous censurez sur Google, les recherches Google en .cn, Chine continentale, vous censurez les recherches, c'est contraire aux droits de l'homme, nous allons donner accès à google.hk, enfin celui de Hong Kong, pour donner aux gens accès à un contenu politique subversif ou culturel subversif en chinois, et Madame Hillary Clinton fait un super discours en disant que le droit de l'homme de se connecter, d'accéder à tout Internet était une des priorités des États-Unis. Là-dessus, le représentant chinois retourne voir Google en disant « Mais vous savez que vous ne représentez que 5% des recherches chez nous parce que nous avons nos propres infrastructures et c'est Google qui a perdu à la fin et qui maintenant fait des compromissions sur la question des moteurs de recherche. » Donc, alors, je ne suis pas en train de dire l'influence culturelle chinoise n'est pas l'influence culturelle américaine, et je ne vois pas tellement de gens faire du rap chinois, avoir des t-shirts avec des idéogrammes. Mais ils ont quand même très bien pensé cette question du long terme et de l'infrastructure. Et alors, pour répondre à votre question, que faire, n'est-ce pas, comme disait Lénine devant la passe, pour nous, Européens, alors la question évidemment est redoutable parce qu'au contraire de l'Union soviétique, les choses sont extrêmement complexes. Jusqu'en 1991, le monde était relativement simple. Justement, il y avait le monde communiste et puis nous, et puis finalement très peu de Français en l'occurrence et très peu d'Européens, ouest-européens, avaient investi en URSS. Donc il n'y avait pas un état de dépendance économique comme celui justement de la Chine par rapport à l'Union européenne. Rappelons d'ailleurs que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine. Donc il y a évidemment un besoin fort d'Europe en Chine. Ça c'est tout à fait capital. Donc que faire ? Je n'ai pas du tout la solution. En revanche, je crois que pour pratiquer justement la Chine, les Chinois, le monde chinois depuis maintenant longtemps, il faut être ferme.
extrêmement ferme. Il ne faut pas concéder justement sur ce que nous sommes. Alors ça peut prêter justement à dérision le fait de dire qu'on est la patrie des droits de l'homme. Ben oui, je pense qu'il faut le rappeler, et que nous ne sommes pas du même monde, dans le sens où ce modèle chinois n'est sans doute pas un modèle pour la France ou l'Union européenne. Et donc il faut avoir les yeux grands ouverts sur cette réalité, qui est une réalité sans doute menaçante en matière de liberté individuelle. Parce que pour dire les choses très clairement, alors moi je le dis souvent à mes étudiants, pour lesquels justement la question fondamentalement de la liberté reste une abstraction. Tant que vous n'avez pas vécu en dictature, vous ne savez pas très bien ce que représente la liberté. C'est aussi simple que ça. Bon. Le conditionnement social en Chine est tel que, comme vous le savez, vous avez depuis quelques années maintenant un crédit social qui est imposé à n'importe quel citoyen chinois avec un barème. Et si vous contrevenez pour une raison X, Y à ce barème, vous perdez des points. Et donc ça va très loin et très très vite. C'est-à-dire que vous entrez dans une banque, votre tête ne revient pas au banquier, vous perdez 10 points et ainsi de suite. Bon. Si ensuite vous voulez aller voir vos parents et vous payez un billet de train pour aller, mettons, dans la province du Shandong alors que vous êtes à Pékin, eh bien à la gare on vous dira « Eh ben non, c'est pas possible parce que vous êtes en deçà du barème. » Donc vous êtes bloqué. Et ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si vous êtes en deçà du barème en question et que vous avez un problème de santé, il faut aller aux urgences, la première chose qu'on va vous demander, comme aux États-Unis, est-ce que vous avez les moyens justement de payer votre hospitalisation? Bon. Et la deuxième question, politique intrusive, ben non, vous n'avez pas les points requis, donc vous ne pouvez pas franchir le seuil de cet hôpital. Donc ça va très loin. Et ça veut dire que dans ce monde orwellien chinois, n'importe quelle officine dépendant évidemment de l'État aura la capacité de scruter votre intimité et de savoir justement si oui ou non on vous accorde des points pour un prêt afin d'acheter un appartement, pour aller d'un point à l'autre du territoire, etc., etc. Voulons-nous de cette société-là? Moi, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut s'en donner les moyens et c'est une autre paire de manches. Oui, alors c'est pas vraiment une question, mais je vais participer à votre débat aussi en posant une question en même temps, puisque professionnellement je suis concerné par tout cela. Moi je me suis occupé de diplomatie avec la Chine au ministère des Affaires étrangères. Donc la puissance culturelle, puisque vous parlez de puissance culturelle, il n'y a pas de stratégie culturelle déterminée depuis très longtemps. Par exemple, vous citiez tout à l'heure la visite du président Chirac, la dernière qu'il a faite en Chine, c'était en février 2006. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est vrai que l'idée des idées, enfin moi j'ai participé aux 2 années croisées, ils ont pris conscience à ce moment-là, effectivement, de ce que représentait. Enfin, ils l'avaient déjà, mais ils ont pris de façon accentuée conscience de ce qui faisait la différence de la France par rapport aux autres. C'est-à-dire que la France, c'est pas seulement un pays de moyenne puissance qui a quelques armes atomiques et une certaine place dans le rang mondial au niveau du PIB, mais c'est un pays d'influence culturelle. Avec les anglo-saxons, on fait partie de ces rares pays qui ont une influence diffuse. Et les Chinois, ils ont une obsession sur le soft power. Ils sont ils s'interrogent beaucoup sur la réussite du Japon. Et pour eux, ils ne comprennent pas comment une civilisation plus ancienne, qui est civilisation mère par rapport aux Japonais, peut se retrouver finalement moins populaire, moins aimée. Un phénomène comme Japan Expo à Paris qui draine 800 000 personnes pendant un week-end, ça ne peut pas exister pour la Chine. La fascination du cinéma japonais, la fascination de l'art des jardins, l'art de vivre japonais, la culture japonaise extrêmement populaire en France, ils se disent mais au fond, pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas la Chine? Donc ils tâtonnent depuis plusieurs années pour trouver des moyens d'avancer sur le soft power. Parce que pour le reste, ils ont déjà avancé. Et à un moment donné, il y a eu dans les ambassades notamment des chinoises, des consignes qui ont été données aux conseillers de presse de mener des politiques, de prendre des contacts avec des gens qui pouvaient contribuer à faire voir,
à entretenir un soft power, un réseau de relations, un réseau d'influence Chine. Et là, maintenant, aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. Vous parliez d'Ashenzhou tout à l'heure. L'Ashenzhou, à l'origine, c'est des usines d'air comprimé au nord-est de Pékin. Il y a 3-4 galeries qui se sont installées. C'est un phénomène spontané. Les autorités chinoises n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont rentrés dans le marché de l'art contemporain quand ils ont compris qu'il y avait, grâce au succès de 3-4 planétaires, de 3-4 créateurs chinois, qu'il y avait un instrument d'influence fantastique. Et du coup, après, on est passé à une autre phase. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, sur le projet des routes de la soie, le projet des routes de la soie, c'est un projet avant tout d'infrastructure, de contrôle des routes d'approvisionnement de la Chine, également d'utilisation des surplus industriels que la Chine ne peut plus absorber, de structuration des régions de l'Ouest, mais c'est aussi maintenant un projet culturel. Ils ont rajouté, parce que la route de la soie, ce n'est pas un projet qui a été pensé à l'avance, il s'est construit en marchant. Et dans la dernière étape, ils ont rajouté un élément culturel parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ils considèrent que cet élément culturel est aussi important que l'élément, je veux dire, politique. Et, excusez-moi, voilà. Et voilà, la question, non, c'est pas la question. La question, c'est en réalité de vous dire que maintenant, comment la Chine, je veux dire, peut concrètement arriver à passer à une phase opérationnelle dans son contrôle culturel, dans la mesure où il n'arrive pas à dépasser, malgré tout, il n'arrive pas véritablement à pénétrer, si vous voulez, les zones culturelles extérieures, ni l'Europe, ni la Chine, ni les pays du Moyen-Orient qui sont leurs fournisseurs, ni l'Afrique. Ils sont dans une politique qui est quand même encore très... qui ne mord pas beaucoup sur leur public extérieur et sur leur cible. Voilà. C'était un peu ça mon analyse, même s'ils font beaucoup d'efforts, qu'ils essayent de créer des cités du cinéma, comme inaugurer des opéras, comme ils ont donné comme consigne à toutes les grandes villes chinoises. Très vite, pour répondre à votre question, effectivement, le vis-à-vis japonais est toujours très utile pour cela, pour comprendre l'évolution de cette diplomatie culturelle chinoise. Je dirais que la performance même de ce modèle et de cette offensive culturelle chinoise dans le monde et particulièrement en Occident est plutôt défaillant pour une raison simple qui tient à la nature même du régime politique de la Chine, par rapport au Japon précisément. C'est le problème numéro un, c'est un problème de nature politique avant toute chose. Et effectivement, on le sait dans des études statistiques, il y a proportionnellement côté français, pour les tranches d'âge de 15-25 ans, beaucoup plus apprenants du coréen ou du japonais que du chinois proportionnellement. Alors les choses pourraient changer évidemment à terme, et surtout, chose assez intéressante qui est à mon avis dans l'air du temps, et c'est lié sans doute à une forme d'hégémonisme américain par ailleurs, je ne serais pas surpris que l'on voit d'une manière certes très marginale, mais de nouveau et sur un autre mode, se constituer en Europe et en France en particulier des groupes de jeunes contestataires qui se réfèrent à la Chine, à la fois dans des références vestimentaires, dans des références culinaires, voire musicales, en prenant précisément le contre-pied et en créant une forme de contre-culture à l'hégémonie américaine. Et dans une posture par ailleurs générationnelle, c'est-à-dire nous faisons exactement le contraire de ce que nos parents ont fait. Bon, même base que les maoïstes en 68. Moi j'avais deux questions, une qui concerne l'éthique. En matière de recherche scientifique, par exemple, on a entendu récemment, avec le congrès qu'il y a eu à Hong Kong, sur les manipulations génétiques, pour faire court, que la ligne rouge ou jaune, je ne sais pas, qui consistait à ne pas faire de manipulation génétique sur des embryons vivants, n'avait pas été respecté par un chercheur chinois. Bon, ils l'ont mis un peu à l'écart, si j'ai bien compris, mais on sait aussi qu'il y a des millions de données qui sont saisies sur tous les individus, génétiquement et autres. Donc comment, c'est ça ma question, comment la communauté internationale, européenne, mais aussi le reste du monde, peut, d'un point de vue organisé, structuré,
arriver à imposer des règles éthiques. Ah, Là, sur la bioéthique, non, je ne me sens pas capable. Le risque, évidemment, dans cela, ce sont les dérapages et les utilisations de ce que vous décrivez à des fins notamment militaires, hein, comme semblent le faire aussi les Nord-Coréens dans l'expérimentation d'un clonage humain, ce genre de choses à des fins militaires. La réponse de la communauté internationale, que voulez-vous faire justement par rapport à ce risque, hein. Alors évidemment, pour donner le change, mais je pense là aussi que c'est une grille de lecture, je pense qu'il faut intérioriser. Le Parti communiste chinois, évidemment, a arrêté ce savant fou, n'est-ce pas, au dernier moment, etc., etc. Il faut savoir que le Parti communiste chinois, dans bien des domaines stratégiques notamment, est, contrairement à ce que l'on pourrait croire, souvent un garde-fou. C'est-à-dire que, en fait, le véritable contre-pouvoir à des extrémismes au sein de l'armée, notamment, qui sont beaucoup plus considérables, c'est le Parti communiste. Donc, loin de moi l'idée de faire l'apologie du parti, hein, évidemment, mais c'est le parti, précisément, qui a peut-être encore la possibilité de contrôler, justement, ce type de dérive. Ne serait-ce que parce que le parti est aussi le seul interlocuteur possible avec les États-Unis et le reste de la communauté internationale. Maintenant, en termes de répression, d'intimidation, je ne vois absolument pas ce que l'Occident pourrait faire raisonnablement, sachant par ailleurs qu'on le sait pour d'autres raisons, l'Occident est souvent coupable, non pas l'Occident en tant qu'État constitué, etc., mais des Occidentaux et des hôpitaux occidentaux, on le sait, sont souvent coupables et impliqués dans les trafics d'organes qui sont régulièrement prélevés sur les condamnés des camps que l'on décrivait tout à l'heure. Sans compter, petit détail, que ces choses sont censées être secrètes. Juste un petit témoignage. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la génération numéro 2. Un de mes petits-fils est étudiant actuellement en Chine. Il est à l'université de Tianjin. Oui. Donc, il est en pleine haute technologie. Et quelle technologie? La technologie pour la gestion des eaux, notamment des eaux pluviales. Et en relation, et il a établi des relations entre ce qu'il fait là-bas, qui va le conduire à une grande thèse, avec les autorités françaises, notamment à Paris. Il insiste toujours sur le fait que tant qu'on est dans des relations intrapersonnelles, qu'il s'agisse de ses compagnons ou compagnes étudiants ou étudiantes, ou de ses professeurs, on peut aller assez loin. Et maintenant, il est trilingue, français, anglais et chinois. Et il sait travailler en chinois sur ordinateur. Il dit simplement, il faut éviter, par exemple, d'évoquer Tiananmen d'il y a 30 ans. Il faut éviter des choses comme ça. Mais je pense que son expérience est tout à fait intéressante. Et il se trouve que c'est un petit-fils, alors que son père et son grand-père ont connu des formations à l'étranger qui étaient plutôt aux États-Unis. Et là, il apprend énormément de choses sur le plan technique. Et votre question, monsieur? Alors, la question, c'est doit-on encourager plus d'étudiants à aller faire un tour en Chine avec toutes les précautions nécessaires? La réponse est oui, d'une manière inconditionnelle. Je pense que c'est une façon... de toute façon, quel que soit l'état même de la dictature chinoise, et c'est vrai que c'est un état de plus en plus difficile, avec un climat de plus en plus lourd, hein, véritablement, mais je pense qu'il faut s'y rendre, parce que dans bien des domaines, évidemment, c'est un pays innovant, donc il faut voir ces innovations, c'est incontournable. C'est un pays dérangeant,
ne serait-ce que par la langue, ne serait-ce que par la pensée. Et tout honnête homme ou honnête femme se doit d'aller au moins une fois en Chine dans sa vie. Les malhonnêtes aussi. Comment ? Les malhonnêtes aussi. Les malhonnêtes aussi, voilà. Parce que c'est une leçon de choses, hein, ça c'est évident. Et je pense que, alors ensuite c'est un autre problème, mais c'est rendre service aussi aux Chinois. Parce que l'expérience nous montre à travers l'histoire du totalitarisme soviétique que la meilleure façon pour un régime de tenir sous sa coupe une population, une société donnée, c'est de la fermer par rapport au reste du monde. Et donc quelque part, il y a une sorte de coopération mutuelle, dangereuse certes, où chacun se jauge, se juge, mais en même temps c'est une façon de créer aussi une émulation pour le Parti communiste, qui n'a pas d'autre choix finalement que de s'inventer, que de créer justement et des outils de censure, il ne faut pas se leurrer, mais aussi une façon de dépasser ses propres contradictions, comme on le disait, et toutes les entraves également qui posent aujourd'hui encore des problèmes à la population chinoise. Donc nécessité évidemment pour tous que d'aller en Chine. Je voudrais juste poser une dernière question. On n'a peut-être pas le temps de l'évoquer parce qu'elle doit être énorme. On n'a pas parlé du Drang Narafrika de la Chine, c'est-à-dire du tropisme vers l'Afrique en ce moment, et il me semble qu'ils mettent le paquet et qu'ils ne savent pas le faire encore. Il y a eu plusieurs échecs tenus à l'adaptation de la culture chinoise des managers face aux élites africaines, mais je ne serais pas du tout étonné qu'ils s'adaptent assez vite et qu'ayant maintenant grâce à nos efforts, à nous occidentaux, parmi les meilleures universités du monde en Chine, d'ici quelques années, les grandes élites africaines soient formées avec des bourses conséquentes en Chine même. Et c'est vraiment, ils ont peut-être mieux que nous, mieux que les Américains compris tout le potentiel que représente l'Afrique en ce moment. Mais à mon avis, ils n'ont pas encore les outils culturels mais ils s'y feront vite, quoi. Juste une remarque. Il y a quelques années, on nous disait, bon, la Chine s'installe partout en Afrique, il faut des réceptions superbes pour les dirigeants, ils emmènent à Pékin se faire applaudir, mais la population les déteste. C'était à peu près le thème qu'on entendait. Je trouve qu'on entend beaucoup moins ce thème, et que le thème des Chinois s'isolant dans leur chantier pour manger leur chop suey et devenant antipathiques à tous les Africains est en train de disparaître. Voilà, c'est juste une mesure. Il faut prendre garde de ces généralités, parce qu'on sait aussi qu'il y a des heurts intercommunautaires, que la Chine n'est pas toujours la bienvenue dans certaines régions, comme au Mali ou au Sénégal, où il y a eu des heurts justement contre la présence de communautés chinoises pour des raisons économiques, pour l'essentiel. C'est toujours extrêmement difficile à dire. Maintenant, dire que les Chinois ne savent pas encore ce que nous savons, nous, par rapport à l'Afrique, je pense que là, on est un peu en retard par rapport à ce type de jugement. C'est-à-dire que les Chinois rattrapent très vite, évidemment, leur retard, y compris, je le vois, dans certaines universités chinoises, dans l'apprentissage de langues vernaculaires africaines, le bambara, le swahili, etc. Donc, je pense que de ce point de vue-là, cette posture française que j'ai partagée longtemps, d'ailleurs, en disant au moins ils n'auront pas l'Afrique, parce qu'ils ne connaissent pas, c'est quand même compliqué, on a de l'expérience, etc. Bon, on disait la même chose, justement, des ordinateurs ou des services de télécommunication ou de la fabrication des avions à réaction il y a encore 20 ans. Bon, ils n'ont plus besoin de nous, ou presque, dans bien des domaines. Donc, dans la connaissance de l'Afrique, ils pourront très bien se passer de nous. D'ailleurs, ils ne vont pas à Paris pour aller à Dakar. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Et on a perdu notre avance dans ce domaine, malheureusement. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Autrement, Encore une question? Bien, écoute, je propose d'applaudir nos deux intervenants, de les remercier. Merci beaucoup. Merci. Et de continuer peut-être autour d'un verre dans la salle d'à côté. Merci à vous tous et merci à vous deux. Et n'oubliez pas le livre, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas le livre. Dédicace. Voilà.
avec dédicace. Merci. Mais sur le plan humain, sur le plan